Tout le monde est connecté à l'autre bout du monde, mais personne connaît son voisin de palier. Je te jure que tu demandes à un jeune de 18 ans ou de 20 ans s'il a Facebook, il dit non, j'ai pas Facebook. Ouais. Moi j'ai demandé, je te jure, et j'étais choqué, je me suis pris un coup de vieux dans la tête. Qui était que les gens étaient insatisfaits de leur syndic. T'as un problème sur la porte de garage, tu vas recevoir 15 mails ou 15 appels dans la journée individuels. La partie commerciale, généralement, t'as pas envie de le faire. À part c'était commercial de formation. Avant, c'était moi le mec qui allait poser des questions à des gars qui ont des startups pour avoir des conseils. Ouais. Maintenant, c'est moi le mec qui donne des conseils à ceux qui demandent, quoi. Faut tester directement, quoi. Dès que t'as une idée, fais un MVP, fais un POC et n'attends pas. Parce que sinon tu vas t'essouffler en fait. Et en plus ton idée, ça se trouve, tu vas mettre 2 ans pour faire un super produit qui sera jamais utilisé. Je connais pas un entrepreneur qui m'a dit punaise, ça a été facile du début à la fin. En fait, t'acceptes qu'il y a des hauts, il y a des bas. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Abder de m'avoir invité. On va commencer d'abord par toi, on voulait savoir un petit peu ton parcours, nous parler un petit peu de François, qu'est-ce qui l'a amené à l'entrepreneuriat, donc ton parcours un petit peu de salarié, d'études. Ça marche. Du coup moi c'est François Pinto, j'ai 32 ans et je suis originaire du Nord. Alors j'habite Lille mais j'ai grandi un peu à Cambrai, alors pas très loin, c'est plutôt la campagne. Et du coup, mon parcours, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique à Lille. C'était pas forcément ma passion à la base, mais je savais pas trop quoi faire. Ingénieur, ça m'intéressait de pouvoir... j'aime bien tout ce qui est logique, tout ce qui est solutionner des problèmes. Et du coup, j'ai pris ça parce que ça a l'air pas mal, il y avait de la débouchée. Alors j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait un double diplôme à l'IAE de Lille. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à Decathlon, donc grosse entreprise de la région lilloise, que j'ai adoré. Et j'ai eu l'opportunité à la fin du stage soit de continuer à Decathlon, mais la mission ne m'intéressait pas plus que ça. C'était plus une mission tech. Moi, j'ai pas un profil très tech. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie vision, management, parler aux gens, mettre un peu l'ambiance dans l'équipe et gérer les problèmes humains et les problèmes globaux, on va dire. Et dans le même temps, pendant que je faisais mon stage de fin d'études, j'ai fait un concours Huawei. Huawei, du coup, l'entreprise chinoise. C'était un concours d'entrepreneuriat. C'était ma première expérience d'entrepreneur où il fallait présenter un projet d'entrepreneuriat sur la tech. J'avais fait un hologramme pour lutter contre l'isolement social. Et j'avais réussi ce concours, j'étais lauréat, il m'avait emmené en Chine pendant 2 semaines. Et suite à ce concours-là, il m'avait proposé un graduate programme à Paris. D'accord. Alors la mission de Decathlon, je la trouvais bien, j'aimais bien l'entreprise, mais c'était pas ce que je kiffais. Et du coup, j'ai préféré aller à Paris, suivre Huawei pour me dire, tiens, au moins je vais connaître une autre entreprise que Decathlon. Ok. Et du coup, je suis parti à Paris. Et très vite, au bout de quelques mois, j'ai un ancien manager de Decathlon qui a repris contact avec moi pour me dire de revenir et qu'il avait un poste qui pouvait vraiment fitter avec ce que je voulais. C'était être responsable d'une équipe de support en infrastructure. Donc c'est là où on s'est connus à Decathlon. Et alors j'étais très bien chez Huawei, j'avais un très bon salaire aussi. C'était un gradué de programme à Paris, etc. J'adorais la vie parisienne. Moi, ma condition, c'est que je voulais rester sur Paris. Et le manager qui m'avait contacté, il a été super sympa. Il m'a dit, moi, je peux t'offrir un poste en télétravail. Donc, paye tes allers-retours. Il savait que j'étais de Lille, donc que j'avais un pied à terre. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce que moi, à Paris, je faisais 3 quarts d'heure minimum pour aller à mon taf. Ouais. Et ça m'embêtait un peu. Ouais, c'est ça l'inconvénient de Paris, c'est le rythme. Voilà. C'est le rythme soutenu. Ouais. Enfin, soit t'as un logement proche de ton travail, et c'est plutôt agréable, soit tu perds 1 heure dans les transports le matin et 1 heure le soir. Donc, et quand tu rentres le soir, t'es crevé, tu dois te faire à manger, tu sors plus, et tu profites pas de la vie parisienne. Ouais, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez go. Donc j'ai pris le risque de partir de chez Huawei, et je suis revenu à Decathlon, où c'était ma première expérience en tant qu'équipe support, enfin manager d'une équipe support, où en fait ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait du support niveau 2, niveau 3 sur tout ce qui était infra. Donc on provisionnait des serveurs pour les data centers de Decathlon à l'époque. On faisait du change, du request, etc.
Et j'ai adoré parce que première expérience où je manage des gens, où en plus, voilà, il y a des difficultés, surtout que j'arrivais sur un périmètre où les utilisateurs IT de Decathlon arrêtaient pas de râler, en fait. Et moi, mon but, c'était de faire grandir cette équipe-là et de redorer un peu le blason. Okay. Donc j'ai adoré ça. Du coup, tu étais un premier contact aussi avec des techos. Exactement. Alors exactement, des techs purs. En plus, à Decathlon, ils étaient déjà bien entrés dans le cloud. Ils commençaient à mettre en place leur programme full cloud. Donc tout migrer l'infrastructure de Decathlon dans le cloud sur AWS et GCP. Et du coup, c'était super plaisant de découvrir ça. Moi, je suis pas quelqu'un, comme je le dis, je suis pas quelqu'un de très technique. J'aime pas aller en profondeur, etc. Mais j'aime bien comprendre la picture globale. Comment ça marche derrière. Exactement. Et petit à petit, j'ai évolué. Je suis devenu, l'équipe s'est agrandie. On a participé à la migration sur le full cloud. C'était très bien. Et au bout de 2-3 ans, j'avais fait un peu le tour de l'infra. En tout cas, je voulais changer. Et on m'a proposé un poste en logistique, informatique logistique, pour devenir leader d'une équipe qui avait la mission de robotiser les entrepôts de Decathlon. Okay, donc toujours dans le management. Exactement, dans le management. Où là, il y avait encore un peu plus... c'était une dimension un peu plus importante. Donc un poste plus important. Et c'était aussi tout nouveau pour moi. C'était des petits robots qui étaient... notre but, c'était de mettre des petits robots qui portaient les colis dans l'entrepôt, qui est dans les immenses racks. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Moi, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je veux dire, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite et qui a besoin de changement. Et du coup, je suis parti là-bas. Ok. Et c'est à quel moment tu as eu ce déclic-là de vouloir entreprendre, créer une start-up ? Alors, il y a plusieurs choses quand je réfléchis à mon parcours, il y a plusieurs choses qui m'ont fait entreprendre. Il y a une première chose, c'est que je veux la liberté. J'ai un besoin de liberté. L'autre chose, c'est que j'avais toujours envie d'entreprendre. C'est-à-dire, c'est pas mon premier projet d'entreprise, en tout cas que je fais. J'avais déjà fait un projet il y a plus de 10 ans avec 2 super amis de mon école d'ingénieur, où on avait fait une première application, mais à l'époque c'était très galère. On était sur Android Studio, on galérait, on n'était pas dev du coup, et puis on s'est essoufflé. C'est-à-dire qu'on avait chacun notre taf, on n'avait pas de business model, mais c'était ma première expérience, elle m'a beaucoup formé. L'autre chose, c'est que dans les années 2020, je commençais à m'intéresser de plus en plus à ce qui est société, politique, etc., environnement, et je me rendais compte que dans mon taf, je perdais du sens en fait. En fait, c'était marrant, mais j'avais un confort de vie ultra bien. Franchement, j'avais un bon salaire, j'avais un bon poste, j'évoluais à chaque fois, j'avais les augmentations. Mais à chaque fois que j'avais une promotion, une augmentation, la joie en fait elle se réduisait. C'est un peu comme à Noël où t'as elle date de quelques jours en fait. Ouais, exactement, t'as un cadeau. Alors au début t'es content pendant un mois et puis après tu te rends compte que mince, pendant 3 semaines après ça réduit à chaque fois. Et je me disais mais qu'est-ce que je fais en fait, le sens jusqu'au jour où en fait je me suis dit le matin j'ai du mal à me lever et je me dis je suis pas motivé pour le taf, ce qui était où je me suis dit là il y a un problème. Et après, j'ai eu une opportunité de business, on en parlera peut-être après, mais où je me suis dit, tiens, là, il y a une problématique. Il y a eu un événement dans ma vie où je me suis dit, tiens, je suis peut-être je mets le doigt sur une problématique. Okay. Du coup, c'est l'élément marquant, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, ça a été exactement le déclencheur où je me suis dit, tiens, j'ai un projet qui me semble bon, qui me semble viable. Il faut y aller, quoi. Et à Decathlon, j'avais un rôle de manager, mais c'était de plus en plus compliqué parce que le management changeait, l'ADN de la boîte changeait. Et c'était un peu... on te faisait avaler des couleuvres par le haut pour dire tiens, t'as le droit à tant d'augmentation pour ton équipe cette année. Et en même temps, tes collaborateurs, quand tu leur dis tiens, t'as 50 balles d'augmentation... Ouais. Alors que le marché de l'informatique, il était en plein essor, c'est un peu compliqué. Et surtout que tu les vois, ils cravachent tous les jours, ils travaillent. C'est exactement ça. C'est ça, ouais, c'est ça la problématique du gérer l'humain en fait. Et c'est exactement ça. On ne donne
un budget, sauf que derrière, tu sais que tu as une équipe derrière qui travaille, qui donne des efforts, qui fait plus que ce qu'on le demande, mais tu as du mal à récompenser tout ça parce que tu es limité en termes de budget et ça crée un petit peu de la frustration, quoi. Donc, en tant que Totalement. manager, ouais, c'est un peu Et on te compliqué. demande des choses qui n'ont pas de sens pour ton équipe, ni pour toi. Oui. Ça, on va te dire, tiens, il faut faire des KPI, après des OKR, enfin c'est bien et tout ça. Mais si c'est pas suivi dans la globalité de l'entreprise, Ouais. on va te les demander une fois, en fait, on va jamais te les redemander. Donc tu vas t'embêter à faire une réunion d'équipe avec ton équipe pendant une journée pour faire des OKR, qui au bout de 2 mois seront plus utilisés parce que personne ne voudra les suivre en dehors de l'équipe et que l'organisation va encore changer. Ok. Ouais, c'est ça, c'est trop de process, tu le process, quoi. C'est ça. C'est ça Et du coup, c'est là où il y a la naissance du coup de ton projet. Ouais. Et Donc, c'est exactement. Et c'est en fait, moi j'ai eu un petit déclic. C'est que je me suis dit, bah tiens, t'as plus de sens dans ton travail. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Soit tu bosses pour le rêve d'un autre. Non, excuse-moi. Soit tu bosses pour ton rêve, soit tu bosses pour le rêve d'un autre. Et Ouais. moi, je me suis dit, ben, comme j'aime bien le risque, j'aime bien changer, j'ai pas peur de bouger, comme je l'ai fait dans ma carrière. Hein, j'ai quitté Decathlon pour aller chez Huawei, j'ai requitté Huawei pour aller à Decathlon. Alors que tout le monde me disait, il faut pas le faire. Hein. On me disait, mais non, mais t'as un super salaire, t'as une super opportunité là-bas. Continue là-bas, il y a pas de raison de partir. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas. Oui, c'est ça, c'est toujours le premier frein qu'on a, c'est la famille hein, qui ont peur. Exactement. Parce qu'ils t'ont vu grandir un petit peu, ils ont cru en toi, ils ont dit ok, lui, il est pas mal, on n'a pas envie de le voir chuter. Ils ont peur plus que toi, en fait, et ça te freine un petit peu. Moi, j'ai eu aussi cette sensation-là. Quand je me suis lancé, toute la famille me disait mais non, pourquoi tu quittes ton salaire, tu avais un bon poste, comment ça se fait, etc. Est-ce que tu es sûr? Et à chaque fois, pendant la semaine, j'ai eu que des coups de téléphone comme ça. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Réfléchis bien, ne lâche pas quand même, etc. Donc ça, c'est quand même... Il faut avoir quand même de la volonté pour y aller, quoi, pour ne pas écouter ses parents, ses frères, ses sœurs, son entourage. Et c'est humain quand même de la famille hein, de le faire, hein, parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Tes parents, bah ouais, ta mère elle se dit, bah attends, il a un bon poste. En plus, à leur génération, avoir un CDI, déjà, c'était exceptionnel. Ouais. Là, tu lui dis, t'as un poste d'ingénieur, t'es bien payé dans une grande boîte. Elle se dit, bah attends, elle voit le risque, elle, en fait. Ouais. Mais nous, une génération, on a besoin de sens aussi. Et voilà, il fallait y aller, je l'ai fait, donc voilà. Okay. Et du coup, c'est Needs qui est derrière, en fait, exactement. ton projet. Est-ce que tu peux, une phrase, nous dire ce que ça fait? En fait, Needs, c'est une plateforme destinée aux espaces de vie collectifs, où il y a des gens qui vont tous les jours, qui fréquentent tous les jours. Et le but, c'est de faire en sorte que ces gens-là se connectent entre eux, créer du lien social. Donc, soit en communiquant, soit en s'entraidant, en prêtant des objets. Okay. Et le but, c'est de faciliter la communication et l'animation de celui qui gère ce lieu-là. Donc, quand je parle de lieu, ça peut être une résidence, c'est des résidences collectives, ça peut être une copropriété, une résidence étudiante, une résidence senior, un bailleur social, mais aussi des espaces de coworking ou des bureaux partagés. Parce que ce que moi je me suis rendu compte, c'est que les gens ils avaient du mal à créer du lien. Ils vont sur un endroit tous les jours, mais ils connaissent pas leurs voisins. Okay. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'en fait tout le monde est connecté à son smartphone. Maintenant on est dans une société où tout le monde a un smartphone et à fond dans son smartphone, on passe plus de temps avec son smartphone que parfois avec sa famille. Ouais. Et je me disais, tout le monde est connecté à l'autre bout du monde, mais personne connaît son voisin de palier. Et comme je disais, mon élément déclencheur, moi, c'est que j'ai eu cette idée-là. Pourquoi ? Parce que il y a 3 ans et demi, 4 ans, j'ai eu la chance de devenir copropriétaire dans une grande résidence de 100 logements. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 problèmes. De ne pas connaître ses voisins, c'était le premier problème. Et en creusant avec mes voisins, j'ai vu que c'était un besoin pour eux aussi d'entrer en contact. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait toutes les générations, mais eux, pareil, ils ne savaient pas comment créer ce contact-là. On se croise dans l'ascenseur, on se croise dans les couloirs, on se dit bonjour, au revoir, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de groupe WhatsApp par nous, il n'y en avait pas. Alors, on a fait un groupe Facebook au début, et ça marchait super bien. Le problème du groupe Facebook, c'est que déjà, nous, on est résidents, on ne connaît pas qui entre et qui sort de la résidence. On ne connaît pas les locataires, enfin, qui déménage, qui entre. Donc, c'est un peu compliqué pour faire la partie sécurité. L'autre problème, c'est que groupe Facebook, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus Facebook.
Enfin, tu demandes à quelqu'un. Moi, je me sens un peu vieux, hein, ça fait un peu boomer, mais maintenant, les gens sur Facebook, c'est les gens vrai plus que âgés. c'est la génération des années 80-90. Je te jure que tu demandes à un jeune de 18 ans ou de 20 ans s'il a Facebook, il dit non, j'ai pas Facebook. Ouais. Moi, j'ai demandé, hein, je te jure, et j'étais choqué, je me suis pris un coup de vieux dans la tête. C'est les jeunes, quand on regarde la tranche de 18-25, on va dire, ils ont tous Snap, Instagram, Insta, etc. TikTok. Surtout TikTok, ouais, pour tout ce qui est contenu vertical, mais Facebook, ouais, c'est C'est pour les papas, en fait, les papas, papis, Facebook. Et t'as aussi le fait que c'est ton profil privé, quoi. T'as pas envie de voir tes. Alors maintenant, c'est moins parce qu'on partage moins sur Facebook. Maintenant, c'est devenu un truc où il y a que de la pub à peu près. Il y a plus personne qui met des statuts à l'ancienne, comme on le faisait, mais c'est ton profil privé. C'est un peu. Donc pour ce qui est données personnelles, les gens qui veulent pas se montrer par rapport à leurs voisins ou leurs collègues, c'est un peu compliqué. C'est ça. Après, t'as WhatsApp, t'as raison. WhatsApp, c'est très bien. Mais ça, c'est bien quand t'as peut-être un max de 10 appartements dans la résidence. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que, je sais pas si t'as déjà fait des groupes WhatsApp où t'as plus de 10, t'arrives à la fin de la journée, t'as 100 notifications, parce que t'as 2 personnes qui ont discuté sur le groupe, et tu finis par le mettre en mute. Oui. Et au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt, tu suis plus le groupe. Ouais. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu un endroit où tu peux poster un peu comme un groupe Facebook, finalement. C'est où tu postes une discussion, et si les gens ils commentent, et ben, t'as la notification. Et si tu as commenté et qu'il y a encore des gens qui commentent, tu reçois une notification. D'accord. Si le post ne t'intéresse pas, tu vas pas recevoir toutes les notifications toutes les 2 secondes. Ça marche. Du coup, ça a commencé en fait, le problème que tu réseaux, ça vient d'une frustration en fait personnelle en fait. Totalement. T'étais frustré, t'as vu qu'il y avait un besoin et du coup là, t'as essayé de concevoir le produit qui répond à ce besoin-là. Donc là, j'ai bien compris, tu as commencé par un feed, en fait, c'est ça? Ouais, c'était même pas, attends, c'est vrai, excuse-moi, je vais le faire dans le bon sens. Mais en fait, il y avait le problème de réseau, ça, tu as totalement raison. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien communiquer avec les gens, j'aime bien parler aux gens, bon, on l'a vu à Decat, hein, je venais au bureau, je blaguais, etc. J'aime bien se contacter avec les gens. Ça, c'était vraiment ma première raison. Mon but, c'était de reconnecter les gens en local et entre eux. Et c'était juste après le Covid. Donc tu vois, le Covid, tout le monde était resté chez soi, dans les immeubles, c'était un peu compliqué. Donc je pense que ça a parti à ma réflexion. Mais on a commencé par un autre pain point, qui était que les gens étaient insatisfaits de leur syndic. C'est-à-dire que les gens sont vite frustrés, parce que maintenant on est dans une société où les gens sont impatients aussi. Et du coup, ils n'arrêtaient pas de râler contre le syndic. Moi, j'étais en première ligne, parce que j'étais au conseil syndical. Et les gens, je les voyais râler en disant ils n'arrivent pas à communiquer, ils sont pas transparents, ils sont pas réactifs et ils suivent pas les dossiers. Ils n'avaient pas tort en soi, mais en interviewant les gestionnaires, je me suis rendu compte que eux, c'était pas ils étaient attachés à leur travail et qu'ils avaient plein de casquettes qu'on voyait pas. Il y a du juridique, il y a des réunions à faire, il y a des prestataires à gérer. Il y a plein de problèmes qu'on voit pas. Des incidents, ouais. Et si tu t'intéresses encore moins à ta copro, tu vas juste voir que quand la porte de garage elle est pas réparée, tu vas taper sur ton syndic, mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes ailleurs. Et ce qui est le pire, c'est que je voyais qu'en plus le syndic me disait non, on peut pas répondre à tout le monde, hein. On a une centaine de mails par jour, et souvent c'est pour les mêmes doublons, c'est pour des doublons, c'est-à-dire que je reprends la porte de garage, hein, je vais prendre cet exemple, je pense que le podcast il est parlant. T'as un problème sur la porte de garage, c'est un truc très urgent, bloquant pour les gens, elle s'ouvre plus ou elle se ferme plus. Tu vas recevoir 15 mails ou 15 appels dans la journée individuels. Et ça m'a fait penser à mon poste chez Decathlon, quand j'en avais une équipe de support, où on se disait, tu sais, à Decathlon, nous, notre objectif, c'était de tout faire transiter sur un système de ticketing. T'avais ServiceNow, t'avais plein de choses de l'ITIL, hein, tu sais, où on dit de tracer tes incidents. Parce que sinon, à Decat, on venait de voir la machine à café, j'avais un problème, on dit que t'as un problème. C'est un pote à toi, donc tu vas le faire. Mais le jour où t'es en vacances, que t'as oublié, que tu étais malade, etc., il n'y a personne pour suivre le problème. Ouais. Et le gars, après, il va râler, il va dire « Finesse, je te l'ai dit il y a une semaine, tu me l'as toujours pas fait. » Excuse-moi, ça m'est sorti de la tête. C'est pour ça que c'était bien d'avoir un outil pour tracer tous ces incidents et ces signalements. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec un premier MVP sur ma résidence. Alors c'était simple parce qu'on changeait de syndic aussi, on cherchait à changer de syndic et cherchait un syndic qui voulait innover aussi et qui était aussi humain et qui travaillait bien aussi, faut le dire. Et on a commencé avec cette première fonctionnalité de signalement. Okay. Où quand il y a quelqu'un qui signale,
et ben tu vas signaler un problème avec une photo, une description, etc. pour donner le max d'informations. Vraiment comme en IT, hein, comme on faisait en AD4. Et ça va être envoyé au gestionnaire, mais aux autres résidents aussi. Ce qui va permettre aux autres de suivre la résolution sur l'application et de voir que le travail du syndic est bien effectif, quoi, que le syndic pourra valoriser son travail avec des vrais KPI factuels et améliorer son service. Ce qui est intéressant dans ton approche, c'est parce que tu avais déjà un premier client, en fait, qui était ta résidence. Est-ce que du coup, c'est eux qui t'ont poussé un petit peu à dire, bah vas-y, si on est intéressé, on peut le prendre? Est-ce que tu l'as fait gratuitement? Tu l'as fait payant au départ? Comment ça s'est passé? Alors, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, très très bonne question, Abder. En fait, on a sorti le premier POC 7 mois après que j'ai quitté Decathlon. Où j'étais incubé aussi, je le dis, hein. Pourquoi ? Parce que cette idée-là, je l'ai travaillée aussi. J'ai fait une enquête, j'ai balancé sur les réseaux pour savoir des enquêtes anonymes, hein, où j'ai eu plus de 300 personnes qui m'ont répondu. Est-ce que vous êtes intéressé par ce type d'approche ? Quel âge vous avez ? De manière à catégoriser un peu les gens et voir si c'est quoi leur attente, si ça répond à un vrai besoin. Une fois que j'avais fait ça, du coup, je me suis dit, les résultats étaient très bons, hein. J'avais plus de 80% de mon enquête où les gens me disent ouais, il y a vraiment un vrai besoin et ça m'intéresserait d'utiliser ce type d'outil dans ma copro. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tu dis, j'ai cherché un premier client. Donc le premier client, c'était sur ma résidence, sur une espèce de POC, POC MVP. Et ce que moi je voulais, et ce qu'on m'a conseillé aussi, hein, dans les incubateurs où j'étais, c'est de faire payer, dans la mesure du possible, de faire payer ton client. Même si c'est dérisoire, c'est important parce que s'il paye, ça veut dire qu'il va s'engager au moins. Il va se dire putain, j'ai pas payé pour rien, il faut que je m'engage un minimum à ce que ça soit bien fait, quoi, et que je l'utilise. Parce que la difficulté, c'est de faire adhérer à la solution les copropriétaires, les résidents, mais aussi le gestionnaire, parce que si le gestionnaire répond pas dans l'application, il n'y a aucun intérêt. Et donc du coup, on a fait ça sur ma résidence. Je pense qu'à l'époque, on avait mis 300 € pour l'année. C'était dérisoire. Ok. Mais du coup, ta vision sur la conception d'un produit tech, etc. Est-ce que toi, t'avais pas forcément l'expérience avec tes postes d'avant, et du coup, t'as pris sur le tas? Comment t'as fait? T'as suivi des formations? T'as regardé YouTube comme tout le monde? Alors, j'ai de la chance d'avoir un réseau en informatique grâce à mon travail ou à mes potes d'école. Et à D4, je suis tombé sur des personnes incroyables, hein, vraiment. Des devs, des ops, etc. Et j'ai beaucoup parlé avec je me suis fait des amis à D4, des collègues qui sont devenus des amis, et qui étaient devs. Et j'ai eu la chance de tomber sur un ami qui avait déjà fait une startup, qui m'a donné des conseils, en fait. Okay. Et qui m'a un peu aidé pour trouver mon CTO. Okay. Mon CTO était quelqu'un de D4 aussi. Avec qui j'ai eu la chance de travailler, et je pense que c'est important de bien connaître ses associés. Ok. Du coup, pour toi, c'était via un réseau, feeling, tu as pu trouver CTU, etc. Mais est-ce que derrière, pour développer la solution, comment tu avais fait? Est-ce que tu as recruté? Tu as fait toi-même? Tu as fait appel à des... Non, moi, j'étais vraiment pas tech, hein. Je me suis intéressé à tout ce qui est no-code. Tu sais, on m'avait parlé de Bubble.io, j'ai fait je pense qu'il y avait une version d'essai à l'époque. J'ai testé plein de solutions où je pouvais m'en sortir moi-même, mais je me suis dit que ça allait être très limitant, que mon produit il est vraiment pas ouf. Parce que j'avais une vision qui était assez solide quand même, un produit solide, faire un nouveau réseau social aussi, privé. Et du coup, je me suis dit, je pourrais pas faire ça en no-code, et pas tout seul. Et c'est pour ça que je me suis associé avec un développeur senior, qui est aujourd'hui mon CTO, pour en fait concrétiser ma vision en mode appli, sur une vraie appli. Ok. Est-ce que tu as recruté par la suite? Tu as eu des renforts ou... Alors, ton MVP, vous étiez à 2 à le développer au départ? On était à 4. Alors, il y avait surtout mon associé qui développait sur son temps libre. Faut savoir qu'il y avait que moi au début qui était à 100% sur le projet. Le but, c'est pas de se mettre en risque pour tout le monde.
Et du coup, on avait aussi deux petits jeunes développeurs qui voulaient apprendre et qu'on connaissait, Ouais. avec qui on s'entendait bien et qui étaient intéressés par le projet. Donc, ils travaillaient aussi sur leur temps libre. Mais une grosse partie du travail, ça a été fait par mon associé, qui charbonnait le soir, le week-end. Ok. Ça vous a pris combien de temps pour faire un MVP Ouais, je dirais, avec un minimum de fonctionnalités qui marche, qui est utilisé quand même pour un client? alors je dirais que ça a pris 4-5 mois, 4-5 mois, sachant que on parle de l'application, du dev, mais il y a aussi tout ce qui est infra. Ok. Nous, on avait une infra sur AWS à construire, une prod, une pré-prod, une CI/CD. C'est des choses qu'on voit pas, hein. C'est pas visuel dans l'application, mais Ouais. c'est hyper important si tu veux bien mettre des bonnes bases. Et du coup, ça nous, je dirais 4-5 mois. Et ce qui était important, c'est de sortir une première version, de pas attendre que... Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens qui ont des idées qui mettent des années à sortir leur produit. Et parfois, ils le sortent jamais parce qu'ils sont épuisés. Ouais. Et l'idée, là, c'est de tester sur une première fonctionnalité, voir si ça prend. Si ça prend, après, tu améliores. Tu fais de l'itération. Hein. De toute façon, l'IT, c'est l'itération. Ouais, c'est l'itération. Donc, amélioration continue. Est-ce que tu as mis de l'agilité en place, des choses comme ça, ou tu marches au Ouais, fur et à mesure des besoins, etc. Tu n'as pas mis de méthodologie Non, alors ça s'est fait au fur et à mesure. Hein. Ça sert à rien de mettre de l'agile quand on n'est pas à plein temps, que ton dev il travaille le week-end ou quoi, qu'il est tout seul à dev ou quasi. Petit à petit, on a mis des rituels. Okay. Alors très vite, on a mis des copiles, des comités de pilotage, parce qu'on est 6 sur le projet. 6 sur le projet, et du coup, on a mis des comités de pilotage pour au moins une fois par mois faire un petit récap de ce qu'on a fait, ce qu'il y a d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue tech, les enjeux, les décisions à prendre, ce qui aide à structurer le projet. Okay. Et au moins tu vois l'avancement. Après, là récemment, après on a fait un Notion pour tout ce qui est wiki, très vite aussi pour avoir une documentation qui tienne la route. Et après, là, très récemment, on a un alternant depuis septembre. Et on a mis en place, là, depuis 2 mois, on s'est dit, tiens, il faut qu'on mette en place un sprint, un peu comme à Decat. Okay. Pour voir un peu, pour valoriser ce qu'on faisait, le travail, mais aussi mettre des objectifs réalisables et se concentrer sur les trucs vraiment qui avaient beaucoup de valeur ajoutée à l'instant T. Okay. On a mis aussi tout ce qui était un Google Sheet basique sur la gestion des anomalies. À chaque fois qu'on a une anomalie, on l'a documentée, etc. Ce qui nous permettait de voir, avoir une dimension run en fait. Mm-hmm. En fait, ça c'est les bases qu'on a mis en place. Maintenant, dans l'ère de l'IA, j'ai transité là-dessus. Est-ce que tu as mis en place ou pas de l'IA dans NEETs et comment tu l'as imaginé, comment ça s'est arrivé, comment tu as pu imaginer son intégration dans ton appli et comment il va aider en fait à aller plus vite ou à améliorer un petit peu les features que tu as déjà en fait développées? Ah ouais, alors l'IA c'est une grande question, un gros sujet. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, Abder, mais encore moins à toi d'ailleurs. Mais l'IA ça veut tout et rien dire. Si je vais très loin, je vais dire que un algorithme que tu vas faire, un algorithme basique, c'est de l'IA en fait. C'est l'ordinateur qui va réfléchir et qui va prendre des décisions et qui va te proposer des solutions. Et donc ça dépend ce que tu mets derrière l'IA. Donc je te laisserai creuser si tu veux. Mais nous, en termes d'IA, ce qu'on est en train de mettre en place, on commence seulement à mettre en place, c'est, et on voit la grosse puissance de l'IA, c'est que c'est de l'analyse de documents. D'accord. Pour faire nos intégrations de résidence. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les syndics de copropriété, ils ont des documents qui sont bancaux, sans que ce soit de la donnée fiable. Et du coup, on est obligé de se baser sur des documents officiels, qui sont encore en PDF, parfois c'est dégueulasse. Et ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de l'automatisation de l'intégration. C'est-à-dire que il y a encore quelques mois, c'est moi qui décortiquais le PDF qui était inexploitable de manière automatisée, où je devais dire tiens, il y a tant d'appartements dans cette résidence, etc. Là, l'idée c'est que c'est l'IA qui va analyser le document et qui va nous faire un fichier Excel ou CSV très bien, à plat, avec les bonnes données.
qui soit fiable. Non, c'est très, très intéressant en fait. Et alors ça c'est cette approche. Ouais, ça c'est l'approche la plus importante pour nous aujourd'hui dans l'IA. Très vite, on aimerait mettre l'IA au service de nos gestionnaires. Ok. Pour mieux catégoriser les signalements, faire de la prédiction aussi, pour leur faire gagner du temps. En fait, l'idée c'est pas de mettre de l'IA pour que ça soit sexy, Ouais. mais que ça soit utile à un besoin utilisateur. Ok. Et ensuite, on aimerait mettre de la modération, l'IA, on aimerait utiliser l'IA pour faire de la modération. Ok. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de nos clients ont peur que sur Needs, il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui aient des propos agressifs, etc. Ok. Donc l'idée là, c'est d'avoir de l'IA qui contrôlerait le propos Ok. et qui bloquerait s'il voit qu'il y a un C'est propos. abusé, en fait, ouais. Exactement. Ok, très bien. Et, l'approche de documents, est-ce que vous avez pensé déjà à des solutions IA à utiliser, genre du Mistral, OpenAI, etc., en termes des LLM maintenant qui existent? Alors ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse course avec l'IA. On voit Gemini, OpenAI, il y a Claude, il y a Mistral et du coup on s'est pas encore penché sur quelle solution on va prendre. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est automatiser l'intégration des résidences de manière à ce qu'on ait plus de, que j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et que le CSV soit intégré directement en base de données. Mais tu as raison, c'est un sujet qui est très important et peut-être que je ferai appel à toi, je pense, pour savoir quelle solution prendre. Pourquoi je parle de ça? Parce que Mistral français, du coup, il vient de sortir il n'y a pas longtemps Mistral ECR, qui est un des champions en fait pour la lecture de documents, de extraire du texte. Il arrive à comprendre un petit peu le texte qui est écrit, et il peut faire par la suite du sémantique. Et puis on peut lui demander aussi de extraire un CSV. Donc ça peut être un bon choix et surtout c'est rassurant aussi pour les utilisateurs de Needs quand on leur dit ok, parce que dans Needs vous avez vos adresses, mais ça reste dans une IA française avec des données qui sont hébergées en Europe ou en France. Donc ça reste quand même intéressant et surtout que tu vas pas utiliser en fait Mistral parce que c'est français, tu l'utilises parce que c'est un champion déjà. Voilà. Donc c'est double récompense. Non, totalement. Et surtout que nous, notre vision, c'est de reconnecter les gens au local, etc. Et du coup, ça n'a pas de sens si on prend une solution qui a été faite aux États-Unis, etc. Bien sûr, si on n'a pas le choix, on va le faire. On ne va pas dégrader notre qualité de service. Mais si on peut choisir quelque chose qui soit français, c'est encore mieux. Et puis c'est un peu la fierté. Ça permet d'avoir un écosystème de start-up français. Oui. Donc c'est top, ouais. Et je ferai appel à toi. Je retiens. Avec plaisir. Et parle un petit peu de ces incubations. Par quoi tu as commencé? C'était quoi tes critères pour chercher un incubateur? Surtout à Lille, on n'en a pas beaucoup. Tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Pas de souci. En fait, nous, on est co-incubés dans 2 incubateurs du coup. On est à Aura Technologies. C'est le premier où j'ai été incubé. C'était fin 2023 où en fait tu arrives dans un batch où pendant 3 mois ils te donnent des cours. Ils te donnent des présentations sur tout ce qui est entrepreneuriat. Alors t'as tout ce qui est idéation, t'as product fit, t'as tout ce qui est pacte d'associés, enfin tout ce qui est comptabilité, plein de sujets que le porteur de projet va être confronté. Et du coup ça c'est le premier incubateur. Après les 3 mois, t'as un jury pour savoir si ton projet est viable, si tu l'as bien travaillé, si tu l'as bien structuré, de manière à ce que tu puisses continuer l'incubation et avoir un startup manager. Okay. Nous, on a validé l'incubation, c'était en décembre 2023, et en janvier, on a fait notre entrée. Il faut savoir que nous, on est dans une verticale qui s'appelle PropTech, donc c'est ce qui est real estate, property management, et manque de chance, la startup manager d'Euratech, qui était sur cette verticale, quittait son poste. Et Euratech a galéré pour trouver un startup manager. Okay. Ça a duré 1 an et 3 mois, je pense. Là, on vient d'avoir un nouveau startup manager. Donc, on n'était pas forcément accompagné comme il fallait. Okay. C'était pas de chance. Par contre, il y avait un réseau. Déjà, il y a l'image d'Euratech. Aura Technologies, c'est très important à Lille, dans la région, même en France. Je pense que c'est renommé. C'est le deuxième en Europe après Station F. C'est... En Europe, c'est pas mal, ouais. Puis il y a des sacrées boîtes qui sont passées par là. Qui sont passées par là.
Et du coup, ce qui moi m'a intéressé à Eurotech et ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est le réseau. En fait, tu arrives où tu vois pas plein de startups qui te donnent des conseils, qui sont passés par là. Et c'est hyper important d'avoir des conseils des gens qui sont Retour passés par là. d'expérience. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, c'est intéressant. Par rapport à ça, c'est surtout l'incubateur, surtout Ratec, c'est la crédibilité. Voilà, c'est ça. Surtout leur réseau de partenaires. Donc, ils peuvent te mettre en contact avec des personnes que tu n'aurais pas pu imaginer que tu vas les avoir dans ton carnet de contact, en fait. Exactement. Et le deuxième, c'est Spark Innovation. C'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Qu'on s'est re-rencontrés, qui est un tout nouvel incubateur sur la région. Okay. Qui en fait, j'ai rencontré Jamel, qui est le directeur de l'incubateur, et direct le feeling est passé. J'ai bien aimé parce que c'était très familial. C'était beaucoup plus petit que Eurotech, un peu moins l'usine. Et il y avait un startup manager qui avait déjà fait sa startup et qui était déjà passé par là. Et ça, j'ai trouvé que c'était super utile parce qu'il sait par où on est passé, où on passe, parce que lui il l'a déjà fait, et qui va donner des conseils qui ont beaucoup de valeur. Et du coup je m'éclate depuis, ça fait 4 mois que je suis à Spark Innovation. Et c'est vrai que c'est un très bon incubateur, il donne tout pour toi, donc dès qu'ils peuvent t'aider, ils t'aident, c'est au top. Donc c'est là, si tu compares un petit peu les deux, qu'est-ce que tu retiens Alors Eura Technologies, t'as la renommée, c'est beaucoup plus gros, t'as beaucoup plus de vertical. Mais l'accompagnement, en tout cas dans mon expérience, il ne faut pas le prendre global. Moi, c'est un retour d'expérience. C'était vraiment une période où il y avait peut-être plus de startup managers. J'ai pas eu de chance. Mais j'ai eu l'impression que c'était un peu plus l'usine et il manquait un peu cet accompagnement-là. Par contre, à Spark Innovation, c'est plus familial. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entraide. Et les gens se connaissent tous. Il y a vraiment un vrai esprit de promo pour le coup. Et surtout, l'accompagnement, il est top, quoi. Vraiment. Samir et Jamel, c'est des perles, quoi. Est-ce que tu ressens un avant-après avant de rentrer dans un incubateur, et après tu sens que il y a quelque chose qui a changé dans ta façon de bosser? Alors dans ma façon de bosser, sûrement, je sais pas exactement quoi, mais je pense que je suis beaucoup plus aguerri, plus expérimenté. Mais le petit truc auquel je pense là, c'est que avant c'était moi le mec qui allait poser des questions à des gars qui ont des startups pour avoir des conseils. Maintenant je me rends compte que c'est les gens, c'est moi le mec qui donne des conseils à ceux qui demandent, quoi. Et je vois que du coup on a grandi. En 1 an et demi on a super bien grandi, puisque les gens ils me disent: ah putain, t'as fait ça, t'as fait comment, t'es passé par quoi, pour les financements il y a ça, etc. Moi je peux donner des conseils et je me sens légitime pour le faire. Ou avant je me disais tiens, je découvre le monde de la startup. C'est vrai qu'on apprend vite, en fait, mais c'est surtout ce que tu apprends aussi. Est-ce que tu as appris quelque chose de particulier quand tu étais à l'incubateur? Si tu dois me résumer en disant quand je suis sorti, j'avais ça et que je savais pas avant. Alors ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on m'a souvent répété de tester vraiment directement sur le terrain dès que j'ai validé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui attendent plusieurs années, plusieurs mois pour démontrer si le produit marche. Et je pense qu'il faut tester directement, quoi. Dès que tu as une idée, fais un MVP, fais un POC, regarde si tes utilisateurs, le retour des utilisateurs, et n'attends pas. Parce que sinon tu vas t'essouffler, en fait. Et en plus ton idée, ça se trouve, tu vas mettre 2 ans pour faire un super produit qui sera jamais utilisé. C'est ça. Moi, ce que j'ai appris, c'est que dans l'incubateur, même si tu regardes les grands incubateurs américains comme ici, etc., ce que tu comprends très vite, c'est que c'est pas l'idée qui compte, mais c'est ta capacité surtout à l'exécuter, à la mettre en œuvre, à la challenger, à la pivoter, à la financer aussi. Parce que c'est ça aussi le plus dur. C'est l'idée, il y en a plein qui ont des idées, mais se réveiller le matin et aller courir, trouver des partenaires, essayer de la vendre, ça c'est le plus compliqué, quoi. Et ça me fait penser à la deuxième chose, c'est quand je suis arrivé à Eurotechnologies, il y avait encore, du coup, j'ai eu la chance d'être en contact avec la startup manager pendant quelques semaines, quelques mois, dans la verticale PropTech. Et je me souviens, c'est quelqu'un qui est très punchy, c'est Agnieszka. Si elle écoute le podcast, elle pensera à moi, mais je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a dit direct: fonce, t'as une idée, elle est cool, va chercher un client,
fais-le payer, même si c'est une modique somme, vas-y quoi. Et parce que faut savoir que moi je suis pas commercial. Ok. Moi j'ai appris ça, j'ai aucun réseau dans l'immobilier Ok. et j'ai construit ça. Et en fait il faut pas avoir peur. Il faut y aller direct. Et il faut vraiment pas avoir peur d'harceler les gens. Enfin quand je dis harceler, c'est d'aller aller chercher des clients, les contacter, les appeler, leur envoyer des mails. Et même quand tu as un client, de pas faire en sorte qu'il s'endorme. Parce que le client, il va pas revenir forcément vers lui, vers toi naturellement. Ouais, je vois. Mais on va en parler sur l'acquisition client et tout ça. C'est intéressant de savoir comment tu avais géré tout ça. Mais juste pour la partie incubation, une dernière question. Est-ce que tu penses que de nos jours, est-ce que c'est indispensable encore d'être incubé dans un incubateur où on peut passer via... Maintenant, quand on voit ici ce qu'ils produisent comme contenu sur YouTube, il y en a plusieurs qui vont dire on n'a plus besoin d'incubateur parce qu'on a toute la formation, on a toutes les données, on a tout ce qu'on doit savoir sur YouTube si on sait bien suivre. Mais selon toi, est-ce c'est indispensable à nos jours ou pas ? Moi, je pense que c'est complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Bien sûr, faut être autodidacte. Ouais. Il faut aller faire les formations. T'as plein d'outils incroyables qui existent maintenant. T'as YouTube pour tu veux te former sur un truc, tu peux te former. Mais la richesse de l'incubateur, c'est le réseau pour moi. C'est vraiment le truc qui a le plus de valeur à mes yeux. Okay. Parce que tu vas rencontrer des gens qui ont galéré comme toi et qui vont te faire gagner du temps, énormément de temps. Et qui vont te dire fais pas ça va te faire perdre du temps, ou va directement utilise cet outil là qui va te faire gagner du temps, etc. Okay. Et là tu gagnes du temps. Et faut savoir que le temps c'est ultra important pour un entrepreneur. Ok, justement je regarde l'heure. Attends, je regarde aussi. Ah ouais, d'accord. Ça passe vite. Ça passe très vite. Maintenant quand on parle de formation, pour toi c'est quoi les outils que tu utilises ou les canaux pour apprendre justement? Est-ce que tu fais de la formation physique, beaucoup sur le e-learning, voilà. Comment tu gères en fait ton suivi, ton apprentissage, ta montée de compétences aussi? Alors beaucoup de YouTube, beaucoup d'IA aussi, beaucoup de chat GPT pour apprendre, pour avoir des conseils, pour faire un business plan, pour faire des présentations, etc. Et sinon des podcasts. Okay. Podcast pour m'inspirer de gens, mais donc je suis tombé amoureux de Thinkerview depuis des années et du coup t'as beaucoup de gens qui expliquent leur parcours, etc., leurs galères, leurs idées aussi pour inspirer, mais aussi des livres. Moi il y a un livre qui m'a marqué sur l'entrepreneuriat, c'est On m'avait dit que c'était impossible. C'est le fondateur de Criteo, du coup une start-up française qui est cotée en bourse dans le Nasdaq, il me semble. Et ça m'avait beaucoup inspiré. Et ensuite, un livre, là je suis en train de lire Start to Scale de Thibaut Renouf, si je me trompe pas. Ouais. Désolé si j'écorce le nom. Mais c'est vraiment intéressant. C'est voir comment tu fais croître ta startup en fonction de ton business. Parce que c'est une étape importante où il y en a beaucoup qui se crament les ailes. Ouais. Mais toi, tu prends un livre physiquement ou comment tu fais, alors j'aime bien le livre physique. Okay. Comme ça, je peux partir. J'aime bien bouger aussi dans le train. Si je vais à Paris, enfin un rendez-vous, dans le train, j'ai un petit livre. Ouais. Je peux l'emmener partout, donc j'aime bien ça. Moi, j'ai du mal. Hein. Je finis jamais. Du coup, je suis un peu plus sur les livres audio en fait. Ouais, c'est beaucoup de résumés. Je trouve que le résumé, j'ai tout ce qu'il faut savoir. Après, quand je trouve qu'un livre m'intéresse, donc le résumé, généralement, c'est des 20 minutes. Quand je vois que c'est 20 minutes, c'est intéressant, je vois beaucoup, là, j'achète le livre et je le lis. Sinon, pour moi, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, je suis pas trop bouquin, mais je m'efforce un petit peu. Ah non, mais t'es pas le seul. Par là, ouais. T'es pas le seul du tout. Ça marche. Par rapport à la phase d'apprentissage, travailler sur le produit, etc., est-ce que tu as eu des galères un petit peu tu peux en parler? Alors, je te dis, il y a la partie prospection qui était toute nouvelle pour moi. Okay. Et en même temps, c'est hyper important d'apprendre parce que la partie commerciale, généralement, t'as pas envie de le faire. À part si t'es commercial de formation. Mais c'est pas un truc où t'es habitué. T'as un peu peur d'aller déranger les gens. Surtout que moi, je me suis rendu compte que quand j'étais à D4, il y avait des commerciaux qui me contactaient pour des SS2I, etc. Et j'avais pas le temps, tu vois, et là je me rends compte que c'est moi le mec qui contacte les côté du coup, c'est ça. Et c'est hyper formateur. Alors c'est chiant, mais c'est formateur. Okay. Et je pense que un porteur de projet, il doit au moins toucher un peu à la partie commerciale.
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui touche à la partie commerciale, parce que si tu confies ça à quelqu'un directement, bah, tu n'as pas l'expérience pour juger de la qualité et de ce qu'il faut faire. Oui. Moi, je pense que c'est la qualité numéro 1 qu'on doit avoir quand on est fondateur, c'est quoi? C'est le commerce. Parce qu'il n'y a personne qui va... En fait, quand on crie qu'on est petit, on est le commercial un petit peu de notre boîte, et c'est dur à remplacer. Et du coup, même si on n'a pas cette compétence, il faut qu'on apprend à la faire, et voilà, et à l'exécuter, aller voir des gens. Il faut pas... Donc, généralement, ceux qui confondent des boîtes et qui sont timides, ils s'en sortent pas. Donc, il faut toujours un associé qui est plus commercial. C'est hyper important. Moi, il y a une super complémentarité avec mon associé fondateur qui est lui sur la partie technique. Moi, je porte le projet, la vision, la partie commerce. Lui, ça l'intéresse pas. C'est normal. Moi, c'est pas de là où je l'attends. Lui, j'attends sur la partie technique, qu'il fasse un truc robuste et qu'il soit bien fait, quoi. Ok. Ouais. Et puis, je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur le porteur de projet qui doit être commercial. C'est-à-dire que si t'es le porteur de projet et que tu n'arrives même pas à vendre ton produit, même à un utilisateur, hein, ou à faire rêver tes potes, ou dire tiens, c'est utile. Les mettre en valeur aussi. Comment veux-tu qu'un salarié le fasse mieux que toi, quoi. C'est toi qui as l'idée, c'est toi qui portes le projet. C'est vrai. Non, c'est vrai. Là, en parlant de commerce, on va continuer là-dessus. Du coup, comment tu fais pour aller avoir des clients, faire de l'acquisition client? Est-ce que tu passes par du marketing? C'est quoi ta stratégie en fait d'acquisition client? Alors, je me suis rendu compte que LinkedIn, qui était un outil que j'utilisais quasiment pas avant, que je trouvais que c'était un peu, enfin comment dire, c'était pas mon faux cul entre guillemets, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lançaient des lauriers à droite à gauche. En fait, je me suis rendu compte que c'était un outil ultra important pour tout ce qui était B2B. Nous, on est sur du B2B. Hein. Okay. Donc je fais des posts LinkedIn parce que c'est comme ça que je prospecte. J'utilise l'IA pour me faire un peu une base de données de clients, de prospects que je peux aller contacter. Et sinon, ben voilà, hein, téléphone, mail, j'y vais comme ça. Ok. Parfois, ça m'arrive même d'aller directement au bureau de l'entreprise et de taper à la porte. Donc, t'as pas des systèmes automatisés comme un tunnel de vente? Pas encore, non, pas encore. Nous, c'est vraiment du B2B, donc c'est très... Enfin, dès qu'on a on contracte avec un syndic, souvent on a tout son parc, donc c'est plus facile de faire comme ça, je pense. Tu utilises un petit peu de la pub ou pas sur les... Non, pas encore. Je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, et puis... Et la pub, j'ai l'impression que c'est plus pour le B2C. Okay. Vraiment, c'est là où tu vas aller chercher des utilisateurs. Peut-être plus tard, pas pour l'instant, je pense. Sur TF1, peut-être un jour. Peut-être un jour, ouais. Par contre, c'est très important de faire des événements, de passer dans les journaux, je pense, parce que c'est là où tu vas avoir de la visibilité. Journaux, sites, blogs. Okay. Tu as doté de toi ou de ton projet un jour, et comment Alors pour moi, être entrepreneur, t'es obligé de douter. Hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai découvert que l'entrepreneuriat, tu deviens bipolaire en fait. Hein. C'est-à-dire que le matin, t'as l'impression que ton idée, elle est super, c'est la meilleure idée du monde, tu vas devenir multimilliardaire, millionnaire, ou je sais pas, tu vas avoir une startup de ouf, une success story de ouf. Et l'après-midi, tu peux avoir une mauvaise nouvelle, ou alors un retour utilisateur qui est mauvais ou quoi. Et là, tu plonges, quoi. En fait, tu fais quoi à ce moment-là pour tenir un petit peu la cadence? Bah, tu te raccroches sur ce que tu as réalisé, tu te raccroches aussi sur... tu t'en parles à d'autres entrepreneurs, que tu vois que c'est normal, en fait. Que tous les entrepreneurs, ils sont obligés de ils sont obligés de passer par là. Je connais pas un entrepreneur qui m'a dit, punaise, ça a été facile du début à la fin. Ouais. Et du coup, il faut accepter, en fait. T'acceptes qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est un marathon, tu me parlais tout à l'heure. C'est ça, ouais. Vraiment, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas les gens qui sont les plus forts et qui vont les plus vite qui réussissent, c'est ceux qui sont les plus résilients. C'est un marathon, vraiment. Hein. Il y a des moments où tu galères, tu te prends des claques, comme quand tu arrives au 35e kilomètre où t'en peux plus, et tu dis faut que j'y aille. Et en fait, après, tu vois que ça... Tu regagnes du moral, tu te dis finalement ça va, tu regardes aussi tout ce que tu as fait. C'est pour ça que je trouve que l'image du marathon est bien, parce que tu vois tous les kilomètres que tu as déjà parcourus.
Ok. Et c'est important de regarder dans le rétro hein, de tout ce que tu as fait, parce que C'est ça. toi, t'as la tête dans le guidon, donc tu le vois pas forcément, tu te rends pas forcément compte. Ça, c'est ce qu'on dit, le syndrome de l'imposteur aussi, c'est Ouais. de ne pas savoir se féliciter pour ce que tu avais Exactement. fait, et voilà, prendre ce mérite-là. C'est moi qui avais fait tous ces kilomètres, c'est pas quelqu'un d'autre, donc C'est ça. il faut savoir aussi se féliciter et prendre le mérite en fait de ce qu'on a déjà fait. Ouais, C'est ça qui permet aussi de tenir et d'aller de l'avant, quoi. prendre confiance, c'est exactement. Et du coup, pour moi, la plus grosse caractéristique que doit avoir un entrepreneur, c'est la résilience. Ok. La résilience et savoir encaisser les coups et se relever à chaque fois. Ouais. Et l'autre métaphore où je me dis c'est de plus en plus vrai, c'est que c'est comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu fais un stage, tu bats le boss du premier stage, tu dis putain super, je l'ai battu, t'arrives au stage 2, t'as une autre difficulté. Ouais. Alors c'est pas plus difficile, j'ai l'impression, parce que quand tu cherches ton premier client c'est ultra dur. Mais là j'arrive dans une autre difficulté où il faut scaler. Et je trouve ça autant dur, quoi. C'est le même niveau de difficulté, mais c'est une autre difficulté. Et t'es toujours en apprentissage. Et c'est comme un jeu vidéo où t'as le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et ça s'arrête jamais en fait. Ok. C'est beau. Est-ce que toi, tu as une routine, quelque chose qui te permet un petit peu de garder cette cadence-là et d'être toujours motivé, se réveiller le matin, aller bosser, donner 100%? Il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du sport. Voilà, c'est comment, Ouais. Alors, comment tu fais? C'est quoi ton quotidien? j'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai fait les Miracle Morning, j'avais lu le livre, D'accord. ça marchait un temps. Et après, dur à je me tenir, rends compte que c'est celui-là. dur à tenir, surtout Ouais. en hiver à Lille. Je peux te dire que C'est chaud. aller courir, moi je cours, je fais du badminton, mais tu sors à 8h du matin en hiver, il caille, il fait froid, tu perds vite en motivation. Mais non, après, je pense que quand tu es rattaché à une idée, à un sens, à ton projet, Ouais. c'est ton bébé, bah, tu l'as tout le temps en tête en fait. Et bah, c'est beaucoup plus facile de se lever le matin. Et même, je compte pas mes heures, hein. Le week-end, ça m'arrive d'y penser parfois, je devrais même faire des coupures. Mais en fait, ça devient comme une passion. Ton Ouais. projet, c'est ta passion. Et c'est un plaisir de travailler dessus. Donc, tu arrives à gérer ton côté perso-pro, en fait, la vie. C'est Ouais. compliqué, c'est ça le dilemme aussi de plusieurs entrepreneurs. Ils n'arrivent pas, en fait, à trouver l'équilibre. Ouais, Comment tu le gères, toi? Je pense qu'il y a des moments où il faut s'autoriser à souffler. Ouais. C'est pas évident, vraiment, c'est pas évident. Parce que comme je te dis, c'est une course contre la montre, hein. Donc tu te dis, bah tiens, j'ai eu un mail d'un client, bah, même si t'es en week-end ou en vacances, bah, t'as envie de lui répondre. Ouais. Je pense que parfois, faut s'autoriser des moments de pause. Et après, comme tu dis, avoir au moins un minimum de routine où tu te dis, bah, je me lève le matin à 9h parce que t'es ton propre chef, hein. C'est pour ça qu'il faut être discipliné aussi. Aussi, ouais. Si tu es entrepreneur et que tu te lèves à 13h tous les jours, et qu'en plus le reste du temps ben, tu peux jouer ou tu vas boire des verres, ça marchera pas. C'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es libre mais tu es ultra responsable. C'est-à-dire que si ça marche, c'est grâce à ce que tu fais. Si ça marche pas, ben, c'est parce que tu fais pas assez bien, justement. Ouais. Et pour t'inspirer, du coup, est-ce que tu as un entrepreneur en tête que tu regardes souvent, tu vois ce qu'il fait, ça t'inspire, son produit, peut-être Alors, sa boîte? Ouais, alors un entrepreneur qui m'a beaucoup parlé, c'est Michel Leclerc à Decat, forcément. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il a été super inspirant. Tu vois qu'il était passé par des galères aussi. Pour la petite histoire, il avait sorti un magasin de sport. Et c'était pas à la base. Et au tout début, c'était pas Decat qui fabriquait ses vélos. C'était pas sa propre marque, c'était la marque Peugeot, je pense. Et un jour, il y a Peugeot, il a dit ouais, on veut plus vous livrer de vélos. Donc il a dû dire merde, putain, en plus c'est les vélos, ça cartonnait à ce moment-là. Il s'est dit, faut que je trouve une solution. Et il s'est dit, vas-y, on va créer nos propres vélos. Et moi, ça m'a inspiré à fond parce que le mec, il est ultra inspirant déjà. Mais en plus, il nous a dit un truc, je pense que c'était une phrase comme ça qu'il avait dit, c'est faire d'un problème une opportunité. Et c'est exactement ce qu'il a fait, quoi. On lui a refusé de se faire livrer des vélos, il y a une marque qui voulait plus, lui, il a créé ses vélos et c'est là que Decat a été le plus fort, hein. Leurs produits ils sont incroyables maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai là-dessus, c'est qu'il a réussi à régler son problème. Il y en a pas mal qui sont comme ça en fait. Ils vont face à un mur et puis ils disent bah moi je vais créer la solution qui est faite pour moi en fait, que j'ai toujours imaginé ou j'ai toujours rêvé d'avoir. Exactement, c'est ça. Ah bah, c'est intéressant. Et du coup, pour toi, c'est quoi le next step pour les grosses next steps pour Needs Ouais. Alors aujourd'hui, là, on va entrer dans une campagne de financement où on va commencer à aller chercher des fonds. Okay. Mais
Mais ça, on va dire, c'est un fil rouge à surveiller en parallèle du business. Parce que ce qui est super important pour nous, c'est de scaler là. On aimerait faire x5 d'ici la fin d'année en termes de logements gérés. Aujourd'hui, on est autour de 2500 logements qu'on gère. On aimerait faire 15 000 à la fin d'année. Donc c'est ambitieux. C'est ambitieux. Je pense que c'est possible aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on travaille sur le B2B. Donc une fois qu'on a un client syndic qui est content de la solution et qui du coup fait un contrat sur son parc, du coup ça peut être 5, 6, 7 000 logements d'un coup en termes de contrat. Ok, ouais, il y a de l'ambition, je vois. Mais est-ce qu'il y a une mission particulière? Enfin, par la mission, vocation, à part que tu veux gagner de l'argent, est-ce que tu as quelque chose en particulier qui te tient à cœur? Comme je disais tout à l'heure, moi, il y a eu une grosse période de réflexion sur la partie société, écologie, économique, etc., où je me suis intéressé de la politique. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que, moi, ma vision, c'est que si les gens sont individualistes, ce que je voulais faire, c'est que c'était rendre le monde meilleur. Et comment rendre le monde meilleur, pour moi, c'est lutter contre l'individualisme. L'individualisme qui est généré par la mondialisation. Et du coup, tu vois, on a été très loin dans la vision quand même. Et du coup, comment on fait pour lutter contre ça? On reconnecte les gens en ultra local. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cités, des dortoirs où les gens ils connaissent pas leurs voisins, ils consomment pas dans leur quartier, etc. Là, leur donner envie de recréer du lien dans leur quartier. Consommer, créer du lien social, faire des activités, s'entraider. Et c'est ça, moi, ma vision, ma mission, qui me donne envie tous les jours et qui me fait me lever tous les jours. Ok, c'est très bien. Et donc là, ça va continuer en fait à progresser, peut-être aller vers l'international, peut-être un jour. Le but, c'est que l'immobilier il est un peu pareil partout. Tu as des résidences étudiantes, tu as des résidences seniors qui sont partout dans tous les pays, en Belgique, Espagne, Portugal, dans tous les pays. Donc ce qu'on a prévu aussi dans l'application, c'est de pouvoir traduire facilement l'application. Tu peux le calquer à l'international. C'est ça aussi la force de l'IT quand on fait des plateformes SaaS. C'est avec juste un trad, avec un commercial qui parle la langue, on vient venir calquer un petit peu partout, etc. Et toi, tu as choisi d'entreprendre ici parce que toi, tu es du Nord. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat a toujours sa place ici en France? Est-ce qu'on doit entreprendre en France? Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que l'écosystème le permet? On parle de la Startup Nation, mais quand on voit derrière en fait toutes les taxes qui arrivent, surtout en 2025, est-ce que pour toi, c'est toujours l'endroit idéal pour entreprendre, pour créer sa startup, pour aller de l'avant, aller chercher, on va dire, l'accélération, la scalabilité, ou tu penses qu'à un moment donné, on serait obligé d'aller s'expatrier, aller à l'international, peut-être au State, parce que là, il y a beaucoup de financement. Là, tu es dans la période de financement, d'ailleurs. Est-ce que tu vas réussir à trouver des gens à convaincre, etc., sachant qu'il y a des pays comme les États-Unis, Moyen-Orient, qui ont beaucoup d'argent, ils savent un petit peu cette valeur de la tech, et surtout quand on utilise l'IA derrière, ils sont prêts à mettre de l'argent. Est-ce que toi, tu penses que en restant en France, on reste quand même compétitif, on a cette chance de continuer quand même à briller, quoi? Moi, je pense qu'en France, on a des super talents. Enfin, on a parlé tout à l'heure de Mistral, mais c'est un exemple typique dans un secteur qui est en plein essor, l'intelligence artificielle. Du coup, on a beaucoup de talents. Après, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pas qu'en France. Avant, il y avait l'âge d'or des startups où tu pouvais te financer n'importe quoi. T'avais même pas besoin de produits, même pas de POC validé quand tu fais déjà des financements. Parce que on se disait tiens, je vais investir je vais mettre un billet dans une startup et je vais sortir dans 5 ans après, je vais être millionnaire. Mais il y a beaucoup de startups qui se sont cassées la figure. Et je pense que ça c'est global, c'est pas qu'en France. Alors aujourd'hui c'est encore plus dur parce qu'ils sont en train de serrer un peu la vis. Mais non, moi je veux rester en France. Je pense que c'est une fierté aussi de rendre au pays l'éducation, le réseau, les entreprises qui m'ont fait grandir. Et je pense qu'on a une super culture, une mixité. On a plein de gens super bons qui viennent de partout. Toi, t'es la preuve, je pense que... Et du coup, faut en profiter, je pense. Après, pour tout ce qui est levée de fonds, c'est pas obligé que ce soit des business angels ou des fonds d'investissement français. Il y a une personne qui m'a demandé de lui donner une présentation parce qu'elle trouvait que l'idée était super bonne et elle m'a dit moi je peux te présenter des fonds d'investissement
et des business angels, tu vois, mais qui sont pas d'ici, hein, qui sont d'Algérie ou des Émirats. Donc, Ok. tu vois, tout ça, il n'y a pas de problème, je pense. C'est ouvert. C'est vrai que eux, ils peuvent venir chercher en fait les bonnes affaires ici en Europe, surtout en France. Ok, très bien. Et si tu devrais donner un conseil à quelqu'un jeune en fait qui veut se lancer, tu lui dirais quoi? Ce que je donnerais comme conseil, c'est ne pas redouter l'échec. C'est plutôt redouter de ne pas essayer. Alors, je sais pas de qui ça vient, mais je sais que c'est une phrase qui m'a marqué et je trouve qu'elle est ultra parlante. C'est y aller, et plutôt que d'avoir des regrets dans 20 ans ou quoi. Moi, j'ai beaucoup de potes dans l'IT qui ont pas de sens et je vois tous les jours, on a des groupes WhatsApp entre potes, hein, et pendant leur taf, et on parle, etc. Et ils me disent putain, mais je suis pas motivé, j'ai envie d'élever des chefs, faire un restaurant, etc. Ouais, Mais ils le font pas, ouais, ils le font moi je pas, leur dis mais justement. vas-y, fais-le. C'est le Ouais, moment, ouais. quoi, c'est pas dans 10 ans que tu le feras. Ouais. Ça marche aussi si tu devrais donner un conseil à toi du passé, c'était quoi le Alors moi je lui dirais, conseil? je lui dis t'as raison de foncer, vas-y, Ouais. tu vas pas le regretter et tu vas prendre plein de trucs. Rien n'est sûr, tu vas en Ouais, baver aussi, tu vas faire des nuits blanches, tu vas bosser le week-end, mais tu vas kiffer en fait. Et dans tous les cas, tu sortiras gagnant, quoi. ouais, bah c'est ce que j'aime chez toi, c'est un peu le genre dedans, il faut y aller, etc. Bah, c'est très bien. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi, Plaisir François. partagé. J'ai appris des choses en tout cas. C'était bien, c'était un bon échange. On redirige où les gens qui te regardent aujourd'hui? Rediriger vers notre page internet, on a nits.fr. Ok. Si vous êtes copropriétaire ou alors que vous êtes dans des résidences collectives ou dans des espaces de coworking, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous fera des petits tests gratuits, il n'y a aucun problème, et on fera en sorte de développer les fonctionnalités qui vous tiennent à cœur. Bah, très bien. Bah, merci François. Merci à toi. Pour ton partage transparent, en tout cas c'était bien.